Tu as déjà 35 ans et tu es toujours célibataire? Ce doit être difficile de passer le nouvel an seul, railla mon frère assez fort pour que tout le monde entende. Je posai mon verre et dis calmement, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis marié depuis longtemps. Ma réponse le figea. Maman laissa tomber son verre. 35 ans et toujours célibataire, dit mon frère assez fort pour que chaque fourchette à la table du réveillon du nouvel an s'arrête de bouger. Ce doit être difficile de passer minuit seul chaque année. J'étais Brianna Walker, 35 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille avait traité ma situation amoureuse comme un échec public. Ils avaient le droit de l'inspecter, d'en rire et de l'annoncer au dessert. Ce soir-là, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas eu l'air embarrassé, ce qui sembla irriter mon frère plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Il se pencha en arrière sur sa chaise, affichant le même sourire suffisant qu'il arborait toujours quand il pensait avoir conquis l'assemblée. Ma mère me lança ce petit regard pincé qui disait, « S'il te plaît, ne rends pas la situation gênante. » Même si elle ne lui avait jamais demandé une seule fois de ne pas m'humilier. Mon père continuait de découper le rôti comme si le silence était plus facile que le courage. Je posai lentement mon verre. Le bruit fut léger, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde l'entendit. Puis je regardai mon frère droit dans les yeux et dis calmement, « Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis marié depuis longtemps. » Pendant une seconde, personne ne bougea. Le sourire de mon frère se figea sur son visage. La main de ma mère sursauta et son verre en cristal glissa de ses doigts, se brisant contre le parquet. Et ce que personne à cette table ne savait, c'est que le nom de mon mari se trouvait déjà dans le dossier professionnel que mon frère suppliait ma famille de célébrer toute la soirée. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après que je suis sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je n'avais pas prévu de révéler mon mariage de cette façon. J'avais prévu de survivre au dîner, de sourire pendant le compte à rebours, de laisser tout le monde trinquer à une autre année de faux-semblants, et de partir avant minuit avec ma paix intacte. Mais Ethan Walker avait un talent pour trouver le point le plus sensible dans le cœur de quelqu'un et pour y appuyer jusqu'à le meurtrir. En grandissant, Ethan était le charmant, celui que les proches appelaient un leader né, même quand il mentait, empruntait de l'argent, ou transformait le travail de quelqu'un d'autre en son propre discours de victoire. J'étais la discrète, l'utile, la fille qui se souvenait des anniversaires, s'occupait des papiers, aidait mes parents à remplir leurs déclarations d'impôts, restait tard à l'hôpital et ne faisait jamais de scène. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie. Ne fais pas de scène, Brianna. N'embarrasse pas ton frère. Ne fais pas pleurer ta mère. N'oblige pas ton père à choisir. J'ai donc appris à me faire toute petite dans des pièces où mon propre nom aurait dû compter. À l'âge de 35 ans, j'avais bâti une carrière que la plupart des gens auraient respectée si elle avait appartenu à un fils. J'étais expert comptable judiciaire, le genre de personne que les entreprises appellent quand les chiffres semblent nets, mais que quelque chose en dessous sent le pourri. Je traçais des fonds manquants, exposais des factures gonflées, découvrais des fournisseurs fictifs et protégeais les entreprises du genre exact d'hommes souriants qui pensaient que la confiance pouvait remplacer l'intégrité. Mon cabinet, Walker Risk and Recovery, avait débuté dans un 2 pièces avec un bureau pliant et un ordinateur portable qui surchauffait si j'ouvrais trop de feuilles de calcul. 8 ans plus tard, nous avions des bureaux dans 3 États, des clients corporatifs qui payaient des honoraires plus élevés que le salaire annuel de mon père, et une réputation pour trouver la vérité plus vite que les avocats ne pouvaient s'en cacher. Mais à la maison, rien de tout cela n'importait à ma famille. J'étais toujours la pauvre Brianna, la femme qui travaillait trop parce qu'aucun homme ne l'avait choisie. Il ne me demandait jamais ce que je faisais au travail. Il me demandait si j'avais rencontré quelqu'un. Il ne me demandait jamais ce que je construisais. Il me demandait si j'étais seul. Il ne me demandait jamais pourquoi j'avais cessé de présenter des gens. Il supposait que c'était parce que personne ne voulait de moi. La vérité était plus laide. J'ai arrêté de partager ma vie parce que chaque parcelle de bonheur que je leur montrais devenait quelque chose qu'ils pouvaient juger. Des années plus tôt, quand j'avais 27 ans, je leur ai présenté Mason High. Mason était calme, patient et d'une gentillesse presque agaçante. Il venait d'une famille ouvrière, avait monté sa première entreprise de logiciels de logistique dans la vingtaine, et possédait cette rare sorte de confiance qui n'a jamais besoin de s'annoncer. Il écoutait plus qu'il ne parlait, se souvenait de petits détails et traitait les serveurs, les concierges,
les dirigeants et les enfants avec le même respect constant. Je l'aimais avant d'avoir le courage de l'admettre. Ma famille l'a détesté presque immédiatement. Pas parce qu'il était impoli, pas parce qu'il me maltraitait, mais parce qu'il voyait clair en eux. Au premier dîner, Ethan a essayé de le coincer avec des questions sur l'argent, les affaires et le statut. Mason a répondu poliment, mais a refusé de se donner en spectacle. Ma mère m'a dit plus tard, il a l'air sérieux, mais pas très famille. Mon père a dit, je ne sais tout simplement pas s'il comprend nos valeurs. Ethan a ri et a dit, il a l'air du type qui se croit plus intelligent que tout le monde. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il ne les flattait pas. Il ne participait pas à leur petit jeu de classement des gens par mariage, enfants, salaire et obéissance. Il me voyait clairement, et cela les mettait mal à l'aise. 6 mois plus tard, après qu'Ethan ait répandu une rumeur selon laquelle Mason m'utilisait pour mes contacts, mes parents m'ont pressé de rompre. Ils disaient qu'ils me protégeaient. Ils disaient que l'amour pouvait rendre les femmes intelligentes stupides. Ils disaient que je les remercierais un jour. Je n'ai pas rompu. J'ai simplement arrêté de rendre compte de ma vie à des gens qui confondaient contrôle et sollicitude. Mason et moi nous sommes mariés discrètement 2 ans plus tard au palais de justice par un jeudi matin pluvieux avec seulement 2 témoins, ma meilleure amie Claire et sa sœur aînée. Je portais un tailleur crème. Il portait une cravate bleu marine que je lui avais achetée la semaine précédente. Nous avons mangé des pancakes dans un dîner après et avons ri parce que la serveuse nous a apporté une bougie dans une pile de gaufres quand elle a découvert que nous venions de nous marier. C'était simple. C'était paisible. C'était à nous. Pendant des années, je me suis dit que le secret était une protection. Mes parents n'avaient pas besoin de savoir. Ethan ne méritait pas de savoir. Je n'avais pas honte de Mason. J'étais fatigué de livrer ma joie à des gens qui la traitaient comme une preuve contre moi. Mais les secrets ont un poids, même les secrets heureux. Et à ce réveillon du Nouvel An, j'étais fatigué de porter le mien juste pour préserver le confort de ma famille. L'invitation au dîner du réveillon du Nouvel An est venue de ma mère 3 semaines avant la fête. Juste la famille, a-t-elle dit, ce qui signifiait généralement qu'Ethan ferait son numéro et que tout le monde serait censé applaudir. J'ai failli refuser. Mason m'avait demandé 2 fois si je voulais y aller et les 2 fois j'avais dit que je n'étais pas sûr. Il n'a jamais insisté. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Dans ma famille, l'amour venait avec un mode d'emploi. Avec Mason, l'amour venait avec de l'espace pour respirer. Tu ne leur dois pas une version de toi-même qui te fait du mal, m'a-t-il dit le matin du dîner alors que j'étais dans notre chambre, en train d'attacher un bracelet en or qu'il m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Je me souviens l'avoir regardé dans le miroir. Il était assis sur le bord du lit, les manches retroussées, lisant un dossier sur sa tablette avec un léger pli entre les sourcils. À ce moment-là, je ne savais pas que ce dossier deviendrait le couteau qui trancherait dans la performance de mon frère plus tard ce soir-là. Je sais, ai-je dit. Mais si je n'y vais pas, maman dira à tout le monde que j'ai gâché la fête. Mason a eu un petit sourire triste. Et si tu y vas, j'ai ri sans humour, alors Ethan dira à tout le monde que j'ai gâché ma propre vie. Il s'est levé, est venu derrière moi et a doucement pris le fermoir du bracelet de mes doigts. Alors vas-y en étant toi-même, pas comme leur excuse. Je voulais croire que je le pouvais. Je voulais entrer dans cette maison en tant que la femme qui avait survécu à leur jugement, construit une vie et épousé un homme qui respectait chaque partie de moi. Mais les lieux familiers exercent une ancienne emprise. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents, je me suis senti à nouveau comme à 16 ans. Leur maison brillait de lumière chaude, de couronne et de cette perfection festive et polie que ma mère aimait. De l'extérieur, cela ressemblait au genre de foyer où les gens s'étreignent, pardonnent et sont sincères. À l'intérieur, la table de la salle à manger était dressée pour 12 personnes avec des sous-assiettes en argent, des verres en cristal et de petits cartons de table écrits de la main soignée de ma mère. Le mien était tout au bout, entre ma tante et une chaise vide que ma mère expliqua joyeusement comme étant juste au cas où quelqu'un amènerait un rendez-vous surprise. Tout le monde a ri. J'ai souri. Ethan est arrivé 15 minutes plus tard avec sa femme, ses 2 enfants et assez de bruit pour réorganiser toute la pièce autour de lui. Il a embrassé ma mère sur la joue, a donné une claque dans le dos de mon père et a immédiatement commencé à parler de sa nouvelle opportunité d'affaires. Il avait lancé une société de production d'événements de luxe après avoir échoué dans l'immobilier, puis dans le conseil en crypto-monnaie, puis dans le coaching privé pour entrepreneurs.
même si la seule personne qu'il avait jamais réussi à coacher était lui-même, pour s'endetter. Cette fois, il a dit que tout était différent. Cette fois, il avait des investisseurs sérieux intéressés. Cette fois, il négociait un partenariat majeur avec un groupe hôtelier national qui pourrait faire passer son entreprise au niveau supérieur. Ma mère rayonnait comme s'il avait déjà remporté un prix. Mon père n'arrêtait pas d'acquiescer. Fier et soulagé. J'ai écouté tranquillement pendant qu'Ethan décrivait les revenus prévisionnels, l'expansion des fournisseurs, les forfaits de destination premium et les retraites exclusives pour les cadres de clients fortunés. Il utilisait tous les bons mots et aucun des bons chiffres. C'était mon premier avertissement. Puis il a mentionné le nom de l'entreprise, Elbridge Hospitality. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de mon assiette. Elbridge était l'entreprise de Mason. Plus précisément, c'était la division d'investissement hôtelier que Mason avait créée après avoir vendu sa plateforme de logiciels de logistique. Il ne mettait jamais son visage dans les magazines s'il pouvait l'éviter. Il gardait un profil public bas, laissait l'équipe de direction gérer les médias et faisait confiance à des gens comme moi pour examiner les risques lorsqu'un partenaire potentiel semblait trop brillant. Soudain, le dossier qu'il lisait ce matin-là prenait tout son sens. Ethan ne se vantait pas simplement d'un investisseur abstrait. Il se vantait d'une proposition qui était passée sur le bureau de mon mari. Et à en juger par les détails qu'Ethan lançait, il n'avait aucune idée que la femme qu'il avait moquée pour être indésirable avait déjà examiné les finances de son entreprise 2 semaines plus tôt. Je n'avais pas su que c'était l'entreprise d'Ethan au début. La demande était arrivée sous une marque soignée, Walker & West Events, avec Ethan listé comme fondateur et associé gérant. Les chiffres étaient brouillons. Des acomptes de fournisseurs avaient été déplacés entre les comptes selon des schémas étranges. Les remboursements aux clients étaient retardés. Les projections de revenus étaient gonflées. Il y avait des dépenses personnelles cachées sous le développement commercial. Rien d'assez criminel pour le ruiner du jour au lendemain, mais assez pour faire fuir tout investisseur sérieux. J'avais rédigé la note de risque interne moi-même. Recommandé le rejet à moins que la direction ne fournisse une documentation complète, un registre des fournisseurs propres et des états de flux de trésorerie corrigés. Mason l'avait lu, y avait fait confiance et avait mis le partenariat en pause. Maintenant, voilà Ethan assis en face de moi à la table de mes parents, racontant à tout le monde qu'il était à quelques jours de signer avec Elbridge. Ma mère leva son verre et dit, à Ethan. Enfin, quelqu'un dans cette famille nous donne quelque chose de grand à célébrer. La phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que j'avais besoin de leur louange, mais parce que j'ai réalisé qu'ils se tenaient dans l'ombre de mon travail depuis des années et ne pouvaient toujours pas me voir. Ethan me regarda par-dessus le bord de son verre. Et sourit. Ne sois pas si sérieuse, Brie. Peut-être que si cet accord se conclut, je t'embaucherai pour compter les serviettes ou ce que tu fais. Tout le monde gloussa. Mon père ne l'arrêta pas. Ma mère ne l'arrêta pas. Et quelque chose en moi devint très calme. Le dîner passa de poli à cruel, de la manière dont la cruauté familiale le fait souvent, déguisée en blague, adoucie par les rires, défendue comme de l'amour. Ethan continua son spectacle. Il raconta une histoire sur un client qui avait demandé un brunch d'autonomisation pour femmes célibataires, puis me regarda directement. « Tu devrais venir, dit-il. Ça pourrait être un bon réseautage. Peut-être que tu trouveras quelqu'un avant la retraite. » Ma tante toussa dans sa serviette. Ma cousine fixa son assiette. Ma mère murmura, « Ethan. » Mais elle souriait en le disant, ce qui signifiait qu'elle voulait le crédit de désapprouver sans le fardeau de l'arrêter réellement. Je pris une gorgée d'eau. « Je vais bien, merci. »« C'est ce que tu dis toujours, » répondit Ethan. « Que tu vas bien. »« Mais allons, Brianna. Tu as 35 ans. Le réveillon du Nouvel An est littéralement la fête la plus triste quand on est seul. Tout le monde embrasse quelqu'un à minuit. Et toi, tu fais quoi? Tu vérifies des relevés bancaires. » Mon père eut un petit rire discret, puis détourna le regard quand je le regardais. Cette minuscule trahison fit plus mal que les mots d'Ethan. Ethan avait toujours été prévisible. Le silence de mon père était la tradition familiale qui le rendait possible. Ma mère essaya de changer de sujet en parlant du dessert, mais Ethan s'amusait trop. « Je dis juste ce que tout le monde pense », continua-t-il. « La carrière, c'est super. L'indépendance, c'est super.
Mais à un moment donné, une femme doit se demander pourquoi personne n'est resté. C'était la phrase qui vida la pièce de son air. Je sentis tous les yeux sur moi. J'aurais pu l'ignorer. J'avais ignoré pire. J'aurais pu sourire, m'excuser et rentrer chez moi retrouver ma sonne, qui aurait jeté un coup d'œil à mon visage et aurait su s'il fallait parler ou simplement me serrer dans ses bras. Mais ensuite Ethan leva son verre et ajouta, à Brianna, que cette année soit celle où elle trouve enfin quelqu'un prêt à la supporter. Des rires éclatèrent en fragments nerveux. Ma mère dit mon nom sur ce ton d'avertissement, comme si j'étais le danger dans la pièce. Je posai lentement mon verre. Ne t'inquiète pas pour moi, dis-je. Je suis marié depuis longtemps. Le silence ne tomba pas d'un coup. Il se propagea autour de la table comme une vague. D'abord, la tête de ma cousine se releva brusquement. Puis, le couteau de mon père s'arrêta contre l'assiette. Le sourire d'Ethan se figea. La main de ma mère sursauta et son verre tomba, explosant contre le sol dans une gerbe brillante de cristal et de vin rouge. Personne ne se pencha pour nettoyer. Personne ne respirait même normalement. Ethan cligna des yeux 2 fois. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai dit, « Je suis marié. » Ma voix était calme. Trop calme, peut-être. Le genre de calme qui vient quand une personne a déjà fait le deuil de la relation qu'elle est sur le point de perdre. Ma mère s'agrippa au bord de la table. « Marié à qui ?» Je la regardai. Son nom est Masonaï. Si la première phrase avait figé la pièce, son nom la changea en pierre. Le visage d'Ethan changea avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Pas le choc de mon mariage. La reconnaissance, la peur, le calcul. Ses yeux se déplacèrent vers le dossier en cuir à côté de sa chaise, celui contenant sa proposition imprimée, celui qu'il avait apporté comme un trophée. Mon père fronça les sourcils. « Aïe comme dans Elbridge Hospitality, dis-je. » Oui. Ethan se leva si vite que sa chaise racla le sol en reculant. « Ce n'est pas drôle. »« Je ne plaisante pas. »« Tu mens. »« Non. » Ma mère nous regarda, perdue et pâle. « Brianna, pourquoi cacherais-tu une chose pareille à ta famille ?» J'ai failli rire, mais il n'y avait plus d'humour en moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai ramené quelque chose de précieux, vous l'avez traité comme un problème à résoudre. Mon père parla enfin. Depuis combien de temps ? 8 ans. Le chiffre tomba plus lourdement que n'importe quelle accusation. 8 anniversaires, 8 Noël, 8 réveillons du Nouvel An, 8 années où il m'appelait la solitaire pendant que je rentrais chez un mari qui connaissait ma commande de café, mes cauchemars, mes ambitions et la façon exacte dont ma voix changeait quand je retenais mes larmes. Ma mère se couvrit la bouche. Tu nous as laissé penser que tu étais seul. Non, dis-je, vous avez décidé que j'étais seul parce que cela vous confortait dans votre opinion sur moi. Ethan me pointa du doigt. C'est insensé. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu es marié à Masonaï et que tu ne l'as jamais mentionné. Je ne devais pas cette information à des gens qui utilisaient ma vie privée comme divertissement. Sa mâchoire se serra. Tu as fait ça exprès. Non, Ethan, tu m'as moqué exprès. J'ai répondu honnêtement. Il regarda autour de la table, soudain conscient que tout le monde le regardait perdre le contrôle. Et alors ? Tu te crois meilleur que nous maintenant ? Je crois que j'en ai fini de prétendre que tu plaisantes quand tu es cruel. Ma mère murmura, Brianna, s'il te plaît. Mais je n'avais pas fini. Pas cette fois, parce que la vérité avait déjà ouvert la porte, et derrière elle se tenaient tous les silences que j'avais avalés pendant des années. Ethan tenta de se reprendre en riant. Le son sortit faux, strident, cassant, désespéré. D'accord, très bien. Tu es marié. Félicitations. Étrange secret, mais félicitations. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu te comportes comme une reine à table. Je le regardai longuement. Je ne me comporte pas comme une reine. Je me comporte comme quelqu'un qui s'est enfin souvenu qu'elle ne travaille pas pour cette famille. Il se moqua. Travailler pour nous ? S'il te plaît, tu viens 2 fois par an et tu restes assise là à juger tout le monde. Je viens 2 fois par an parce que c'est tout ce que je peux supporter. Le visage de mon père se durcit. Ça suffit. Ces 2 mots, l'ancien ordre, faillirent fonctionner. Pendant une fraction de seconde, mon corps se souvint de l'obéissance.
Puis je regardai le verre brisé près de la chaise de ma mère, le vin rouge s'étalant sur le sol comme une blessure, et je sentis le sortilège se briser. Non, papa. C'en était assez il y a des années. Ethan attrapa son dossier sur la chaise et le jeta sur la table. Tu sais de quoi il s'agit vraiment? Tu es jalouse. Je suis enfin en train de faire quelque chose de grand et tu ne le supportes pas. Ethan, dit sa femme doucement, mais il l'ignora. Non, disons-le. Elle a toujours été amère. Toujours à se comporter de manière supérieure parce qu'elle sait lire des feuilles de calcul. Maintenant, tout à coup, elle est mariée au type avec qui je négocie. Ce n'est pas une coïncidence. Je soutins son regard. Tu as raison. Ce n'en est pas une. La tension dans la pièce monta. Les narines d'Ethan se dilatèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta proposition est passée sur mon bureau. Il devint si pâle que même ma mère le remarqua. Ton bureau? Mon cabinet gère les examens de risque indépendants pour les partenariats de Elbridge. Mon père avait l'air confus. Examen de risque? Je me tournai vers lui, sans méchanceté. Lorsque des entreprises demandent un investissement ou un partenariat stratégique, quelqu'un doit vérifier que leurs états financiers sont réels, que leurs obligations envers les fournisseurs sont claires et que leurs projections ne sont pas fantaisistes. Ethan frappa la table de sa paume. Tu n'avais pas le droit. J'en avais tous les droits. Tu as soumis des documents à Elbridge. Elbridge les a envoyés à mon cabinet. Tu as signé un consentement pour un examen par un tiers. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Il savait que j'avais raison. Les hommes comme Ethan lisent rarement ce qu'ils signent quand ils pensent que leur charme a déjà fait l'affaire. La voix de ma mère tremblait. Brianna, qu'est-ce que tu dis? Je ne quittais pas mon frère des yeux. Je dis que l'entreprise d'Ethan n'a pas été rejetée parce que je suis jalouse. Elle a été signalée parce que ses chiffres ne correspondent pas à ses promesses. La table éclata d'un coup. Ma tante murmura, oh mon Dieu. Mon père exigea, quel chiffre? Ethan aboya, elle déforme tout. Sa femme repoussa sa chaise, abasourdie. Ma mère n'arrêtait pas de dire, attendez, attendez, attendez. Comme si elle pouvait rembobiner les 5 dernières minutes. Je plongeai la main dans mon sac, sortis mon téléphone et ouvris l'email que j'avais reçu cet après-midi de l'équipe juridique de Elbridge. Je ne montrai pas de détails confidentiels. Je n'en avais pas besoin. Je lus une phrase à voix haute. L'examen du partenariat reste en pause en attendant la soumission de documents financiers corrigés et la clarification des responsabilités envers les fournisseurs. Le visage d'Ethan devint rouge de colère. Tu m'humilies. J'ai failli sourire. Intéressant. Il y a 10 minutes, l'humiliation n'était qu'une blague. Personne ne rit. C'est à ce moment que je l'ai vu. La première fissure dans le mythe familial. Pendant des années, Ethan avait été celui qui réussissait parce que tout le monde s'était mis d'accord pour ne pas inspecter les fondations. Il pouvait échouer vers le haut, emprunter discrètement, exagérer bruyamment, et être toujours présenté comme le fils qui rendait tout le monde fier. J'avais été traité comme incomplète parce que ma vie ne se présentait pas d'une manière qu'il comprenait. Mais maintenant, la pièce avait des preuves, pas des commérages, pas de l'émotion, des preuves. Mon père se tourna vers Ethan. Est-ce que c'est vrai? Ethan leva les mains en l'air. C'est compliqué. J'acquiesçai. Ça veut généralement dire oui. Tais-toi, Brianna. La voix de Mason vint du couloir avant même que je réalise que la porte d'entrée s'était ouverte. Ne parle pas à ma femme comme ça. Toutes les têtes se tournèrent. Mason se tenait près de l'entrée dans un manteau sombre, de la neige poudrant ses épaules, calme comme un juge. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Mon père se leva lentement. Ethan avait l'air comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Mason n'était pas venu me sauver. Je n'avais pas besoin d'être sauvé. Il était venu parce que nous avions prévu de partir ensemble avant minuit. Et quand je n'ai pas répondu à son texto, il est entré. Ses yeux passèrent du verre brisé à mon visage, puis au dossier d'Ethan sur la table. J'imagine que le dîner s'est bien passé, dit-il doucement. Je laissai échapper un souffle qui faillit devenir un rire. Ethan essaya de se redresser. Monsieur Hay, c'est une affaire de famille. Mason le regarda.
Ma femme aussi. La phrase n'était pas forte, mais elle mit fin à la dispute plus efficacement que des cris n'auraient pu le faire. Ma mère murmura « femme », comme si elle devait le répéter pour le rendre réel. Mason s'approcha de moi, ne me touchant que lorsque je pris sa main la première. Ce petit choix comptait. Il ne me revendiquait jamais pour l'exhibition. Il se tenait à mes côtés parce que je l'avais choisi. Ethan nous regarda, la panique maintenant pleinement visible. Écoutez, la proposition, il y a peut-être eu quelques problèmes mineurs de déclaration, mais je peux expliquer. L'expression de Mason ne changea pas. Vous l'expliquerez au comité d'examen avec des documents corrigés, pas à la table de dîner de mes beaux-parents. Mon père tressaillit à beaux-parents. Ma mère se mit à pleurer. Ethan me regarda avec une haine déguisée en trahison. Tu m'as ruiné. Je secouai la tête. Non. J'ai arrêté de couvrir la version de toi que cette famille vénérait. Et pour la première fois de ma vie, personne n'eut de réponse rapide. Les conséquences n'explosèrent pas comme je m'y attendais. Elles s'effondrèrent. Ma mère s'affaissa sur sa chaise, pleurant dans une serviette, répétant 8 ans encore et encore. Mon père se tenait près du bout de la table, s'agrippant au dossier de sa chaise comme si son autorité était devenue quelque chose de physique qu'il devait soutenir. Ethan faisait les 100 pas près de la fenêtre, téléphone à la main, essayant déjà d'envoyer un message à quelqu'un, probablement un avocat, un partenaire commercial ou l'un des fournisseurs qu'il faisait attendre. Sa femme était assise très droite. Elle semblait moins en colère que dévastée, ce qui me dit qu'elle avait soupçonné des bribes de vérité, mais n'en avait jamais vu l'ensemble. Mason serra ma main une fois, puis la lâcha. Il savait que cette partie devait être la mienne. Mon père me regarda enfin et dit, « Brianna, pourquoi n'es-tu pas venue nous voir ?» C'était la question la plus triste parce qu'il pensait encore que la blessure était que j'avais caché ma vie, et non qu'ils avaient rendu la dissimulation plus sûre que l'honnêteté. « Venu vous voir pourquoi ?» demandai-je. « Pour votre approbation, votre protection, un autre sermon sur le fait que j'étais trop têtu pour être aimé. » Ses yeux se baissèrent. Ma mère sanglota plus fort. Ethan explosa. « Oh, s'il te plaît. Tu adorais être la victime. » Je me tournai vers lui. « Non, Ethan. Je détestais ça. C'est pourquoi j'ai arrêté d'auditionner pour une famille qui m'avait déjà casté dans le rôle de la déception. Tu es dramatique et tu es démasqué. » Son visage se tordit. Mon père leva la main. « Assez, vous deux. »« Non, dis-je. » Le mot le surprit. Il surprit tout le monde. Tu n'as pas le droit d'appeler à la paix seulement après que la vérité est devenue gênante. Tu n'as jamais dit assez quand il se moquait de moi. Tu n'as jamais dit assez quand maman m'a demandé si je congelais mes ovules à Thanksgiving. Tu n'as jamais dit assez quand les proches plaçaient des chaises vides à côté de moi pour plaisanter. Tu n'as jamais dit assez quand Ethan disait aux gens que j'étais trop difficile pour qu'un homme m'aime. Mais maintenant que ces mensonges sont sur la table, soudainement tout le monde veut des manières. Mon père parut vieux à ce moment-là. Pas faible exactement, mais plus petit que l'homme que j'avais passé mon enfance à essayer de ne pas décevoir. Nous ne savions pas que ça te faisait autant de mal, dit-il. Cette phrase aurait pu m'adoucir autrefois. Plus maintenant. Vous n'avez pas demandé. Ma mère leva son visage, strié de larmes. Je voulais des petits-enfants. Je voulais te voir installé. Est-ce si terrible ? Vouloir quelque chose n'est pas terrible, dis-je. Me punir pour avoir choisi différemment l'est. Elle pressa la serviette contre sa bouche. Mais tu es installé. Je regardai Mason. Oui, je le suis. La pièce redevint silencieuse, mais ce silence était différent. Ce n'était plus le choc. C'était la reconnaissance qui arrivait trop tard. Ethan le brisa parce qu'il ne pouvait supporter aucun silence qui ne lui appartenait pas. Alors, et maintenant ? Toi et ton mari milliardaire partez dans la neige pendant que mon entreprise est détruite. Mason parla enfin. Votre entreprise n'est pas détruite. On lui demande de dire la vérité. C'est facile à dire pour vous. Ça devrait être facile à faire pour vous. Ethan détourna le regard le premier. Cette petite défaite ne m'apporta aucune joie, mais elle m'apporta de la clarté. La vengeance, réalisai-je, n'était pas toujours une punition dramatique. Parfois,
c'était simplement refuser de maintenir un menteur dans son confort. Parfois, c'était laisser les conséquences arriver sans intervenir pour les adoucir. Mon père se tourna vers Mason. « Est-ce que ça peut être arrangé ?» La réponse de Mason fut mesurée. Si Ethan fournit des registres exacts, paie les fournisseurs en souffrance, corrige les obligations de remboursement des clients et supprime les projections gonflées, le comité peut réexaminer, mais sans traitement de faveur. Ma mère me regarda avec un espoir soudain, et je détestais reconnaître le vieux schéma qui se formait. Ils étaient sur le point de me demander de le sauver à nouveau. « Brianna, dit-elle doucement. Tu pourrais l'aider à mettre de l'ordre, n'est-ce pas ? Le voilà. Pas, est-ce que tu vas bien ? Pas, je suis désolé. Pas, nous avons eu tort. Juste la demande familière de mon travail. Ethan arrêta de faire les 100 pas. Mon père me regarda aussi. Même maintenant, après tout, leur instinct n'était pas de me protéger du désordre d'Ethan. C'était de protéger Ethan du sien. Je reculai de la table. Non. Ma mère cligna des yeux. Non. Non, je ne vais pas arranger ces comptes. Je ne vais pas faire jouer mes relations. Je ne vais pas traduire ces conséquences en urgence familiale. Ethan jura à voix basse. Mon père dit, Brianna, cela pourrait ruiner son avenir. Alors peut-être qu'il devrait arrêter de construire son avenir sur des chiffres qui n'existent pas. Le visage de ma mère se décomposa. C'est ton frère. Et j'étais ta fille quand tu riais. Cette phrase fit ce qu'aucune feuille de calcul n'aurait pu faire. Elle trancha à travers les excuses. Ma mère se tut. Mon père ferma les yeux. Ethan avait l'air furieux, mais derrière la fureur, il y avait de la peur. Pas la peur de me perdre. La peur de perdre l'accès à ce que je pouvais faire pour lui. C'était la vérité finale dont j'avais besoin. Je pris mon manteau sur le dossier de la chaise. Mason prit ses clés. Ma mère tendit la main vers moi. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je regardai sa main, puis son visage. Je ne suis pas parti comme ça. Vous avez construit une maison où c'était la seule sortie honnête. Elle retira sa main comme si je l'avais brûlée. Mon père dit mon nom une fois. J'attendis. Peut-être des excuses, peut-être une seule phrase qui placerait la responsabilité là où elle devait être. Mais tout ce qu'il dit fut, c'est le réveillon du nouvel an. J'acquiesçai. Exactement. Je n'emporte pas ça dans une nouvelle année. Puis Mason ouvrit la porte et je sortis avant minuit pour la première fois sans avoir l'impression d'avoir échoué. Dehors, l'air froid me frappa le visage comme une vérité. Le quartier était illuminé par les lumières des porches et les feux d'artifice lointains. Des familles riant derrière les fenêtres, des émissions de contes à rebours brillant d'un bleu à travers les rideaux. Pendant un instant, je restai sur les marches de l'entrée de mes parents et me laissai tout ressentir. Le deuil, la colère, le soulagement, et la douleur étrange d'être enfin libéré d'un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Mason ne me pressa pas. Il se tenait simplement à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau, laissant le silence contenir ce que les mots ne pouvaient pas. Derrière nous, à travers la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir ma famille toujours réunie autour de la table. Ma mère était assise, la tête baissée. Mon père parlait à Ethan avec une fermeté que j'avais rarement vue. Ethan ne criait plus. Il fixait le dossier comme s'il l'avait trahi. Bien que la seule trahison dans cette pièce fût la vérité arrivant à temps. Je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentis calme. Cela me surprit. Pendant des années, j'avais imaginé un moment où il comprendrait enfin, regretterait enfin, me verrait enfin. Mais debout là dans le froid, je réalisais que le regret n'était pas ma récompense. Ma récompense était la vie qui m'attendait au-delà de cette allée. Un mari qui ne m'avait jamais demandé de me rabaisser. Une carrière bâtie sur l'intégrité. Une maison où le silence ne signifiait pas la peur. Un avenir où je pourrais répondre à mon téléphone parce que je le voulais, non parce que la culpabilité avait entraîné mes mains. Mason demanda doucement, « Est-ce que tu vas bien ?» Je regardai la maison une dernière fois. Je pense que ça ira. Et je le pensais. Les semaines suivantes furent laides, mais pas surprenantes. Ethan envoya de longs messages m'accusant de sabotage, puis des messages plus courts demandant une faveur professionnelle,
puis plus aucun message du tout après que Elbridge ait officiellement rejeté sa proposition. Sans le partenariat gonflé dont il s'était vanté, les fournisseurs commencèrent à exiger des paiements. Les clients demandèrent des remboursements. Sa femme déménagea avec les enfants chez sa sœur pendant un certain temps. Mes parents appelèrent à plusieurs reprises, d'abord en colère, puis suppliants, puis blessés quand je ne me suis pas précipité pour réparer les dégâts. J'ai répondu à un seul email, et un seul. J'ai écrit « Je vous aime, mais je ne participerai plus à un système familial où le respect est conditionnel et la responsabilité facultative. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par l'honnêteté, la responsabilité et des excuses qui ne me demandent rien par la suite. » Ma mère a répondu 3 jours plus tard avec 2 mots « Je suis désolée ». Je ne savais pas encore si elle le pensait assez profondément pour changer, mais pour la première fois, je n'ai pas cherché de preuves. Quelques mois plus tard, Mason et moi avons organisé un petit dîner chez nous. Claire est venue. La sœur de Mason est venue. 2 amis proches de mon cabinet sont venus avec leurs partenaires. Il n'y avait pas de chaise vide placée pour plaisanter. Pas d'inspection publique de la vie de quiconque. Pas de toast déguisé en insulte. À minuit, Mason m'a embrassé dans la cuisine pendant que quelqu'un criait le compte à rebours trop tôt depuis le salon. J'ai ri si fort que j'ai failli renverser du champagne sur le sol. Et dans ce moment ordinaire et magnifique, j'ai compris la leçon que ma famille m'avait apprise en échouant à l'apprendre même. L'amour qui exige que vous cachiez votre joie n'est pas une protection. La famille qui ne vous respecte que lorsque vous obéissez n'est pas la paix. Et le succès n'est pas de prouver que les gens cruels ont tort. C'est de construire une vie où leur cruauté n'a plus son mot à dire. Mon frère s'est moqué de moi parce que j'étais célibataire car il pensait que la solitude signifiait ne pas avoir de conjoint. Il n'a jamais compris que l'endroit le plus solitaire où j'ai jamais été était à une table familiale où tout le monde connaissait mon nom mais personne ne se souciait de connaître ma vérité. Alors, quand les gens me demandent si je regrette d'avoir gardé mon mariage secret, je leur dis la vérité. Je regrette les années où j'ai pensé que leur confort valait plus que mon honnêteté. Mais je ne regrette pas la nuit où j'ai finalement cessé de les protéger de la femme que j'étais devenue. Ce réveillon du Nouvel An, ma réponse a figé la pièce. Mais sortir de là a dégelé ma vie. Et si vous avez déjà eu à choisir entre être la personne que votre famille attendait et être la personne que vous êtes vraiment, dites-moi honnêtement, combien de temps vous a-t-il fallu pour cesser de vous excuser pour votre propre bonheur ?